Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, départementaux, municipaux, monsieur le maire d'Hénin-Beaumont, cher Steve Briouat, chère Marine, cher Jordan, mes chers amis, bienvenue à vous tous aujourd'hui à Hénin-Beaumont, que vous soyez habitants de notre belle commune ou venus d'ailleurs pour assister à cet événement exceptionnel. Quel plaisir, quel honneur pour moi, comme sénateur du Pas-de-Calais, comme délégué départemental du Rassemblement national, comme président de la majorité du maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, de vous accueillir ici aujourd'hui, chère Marine et cher Jordan. Le Pas-de-Calais, incontestablement, représente beaucoup pour notre mouvement. Tout d'abord parce qu'il nous renvoie à 2007, période du hold-up sarkozyste qui précédait les très difficiles élections législatives du mois de juin qui suivait. À l'époque, chose impensable aujourd'hui, le Front National rassemblait 4,23% des suffrages, avec un seul second tour en France. Marine Le Pen, avec comme suppléant Steve Briouat, était notre seul candidat qualifié pour le second tour, et c'est d'ici que l'espoir allait subsister et rejaillir. Le Pas-de-Calais cristallise depuis de nombreuses décennies à la fois les erreurs politiques que nous combattons, mais aussi les valeurs que nous défendons. Le Pas-de-Calais, c'est certes la casse industrielle et le déclassement social qu'elle a causé, c'est la trahison politique de certaines baronnies qui ont bafoué la confiance que nos concitoyens avaient placée en elles, mais c'est aussi l'exemple d'un peuple du labeur ouvrier et agricole, d'une immigration autrefois réussie du fait de l'assimilation que nous défendons et dont j'estime être un représentant, d'une identité multiple façonnée par près de 900 communes, le plus grand nombre qu'un département français puisse compter. Depuis près de 10 ans maintenant, il naît un scrutin à l'occasion duquel le Pas-de-Calais ne place Marine Le Pen ou le Rassemblement national en tête des suffrages, avec évidemment comme plus brillante démonstration les élections présidentielles de 2017 et de 2022, où notre candidate était non seulement systématiquement arrivée devant Emmanuel Macron, mais surtout ses meilleurs résultats étaient réalisés ici, sur cette terre du Pas-de-Calais. Alors évidemment, je pourrais longuement évoquer Hénin-Beaumont comme exemple de nos réussites et de notre capacité à gérer, mais celui qui me succédera sur scène le fera évidemment bien mieux que moi. Mais depuis 2020, le Pas-de-Calais compte une deuxième ville administrée par le Rassemblement national. Après avoir été benjamin de l'Assemblée nationale en 2017, notre ami Ludovic Pajot relevait le pari comme ici. Notre ami Ludovic relevait le pari, comme ici quelques années avant, de redresser une commune sinistrée par les trahisons et les opportunismes, celle de Bruyères-la-Bussière. Ainsi, je suis fier que notre département soit représenté sur cette belle liste pour les élections européennes par Émilie Baumard, adjointe de Ludovic Pajot en mairie de Bruyères-la-Bussière. Elle sera aux côtés de Mélanie Didier, numéro 6 sur la liste, conseillère régionale des Hauts-de-France, conseillère municipale de Caudry, mais également aux côtés du Lillois Mathieu Vallée, numéro 7 sur la liste, que vous connaissez tous. Que vous connaissez tous et qui nous fait le plaisir de sa présence ce soir également, ou encore Pierre Pimpy, numéro 25, brillant haut fonctionnaire qui nous vient de l'Oise, comme Pascal Pierrat, magistrate et ancienne juge d'instruction, qui occupe la 10e place. Mais le Pas-de-Calais, c'est aussi, depuis maintenant 2022, 6 députés particulièrement investis et présents ce soir et dont je veux saluer le travail de terrain et d'hémicycle. Mes chers amis, vous pouvez applaudir évidemment Christine Engrand, députée de la 6e circonscription, Emmanuel Bléry, député de la 1re, Thierry Frappé, député de la 10e circonscription, Caroline Parmentier de la 9e circonscription, mon meilleur ami qu'on ne présente plus, Bruno Bill, pour la 12e circonscription, et bien entendu, pour la 11e circonscription, notre présidente du groupe à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen. Alors, Monsieur le Président et tête de liste pour ces élections européennes, cher Jordan, sois sûr que cette fois encore, le Pas-de-Calais se tiendra à tes côtés. Plus fort que jamais, je fais le pari qu'il sera encore une fois le département qui placera ta liste le plus largement en tête. Compte sur nous.
Mes chers amis, si j'ai fait le choix de rendre il y a quelques mois mon mandat de conseiller régional, c'est pour rester conseiller municipal d'Hénin-Beaumont, cette ville dont la gestion, les réussites et les succès me rendent si fier, et où une équipe d'amis et de militants travaille de concert depuis tant de temps, soudée autour d'un homme dont l'engagement commençait en 1988 et qui fut pour la première fois élu conseiller municipal d'Hénin-Beaumont en 1995. Alors à présent, mesdames et messieurs, je vais céder ma place à celui dont je fus l'adjoint pendant 9 ans et qui gère notre commune avec le succès qu'on lui connaît, monsieur le maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat. Mes chers amis, bienvenue à Hénin-Beaumont. Hénin-Beaumont, c'est ma ville, mais Hénin-Beaumont, c'est aussi ma vie. Voilà 10 ans que j'ai la fierté d'administrer cette commune avec toutes les attentes que cela suscitait. Après, évidemment, 19 ans passés dans l'opposition, dans des conditions bien difficiles. Et depuis 10 ans, je suis fier que notre gestion municipale soit l'une des démonstrations de notre capacité à gérer. On nous a tantôt décrit comme un laboratoire, parfois comme une vitrine, et j'ai conscience que nous sommes pour les médias un sujet facile et que pour le Rassemblement national, nous sommes un modèle, un exemple. Sans jamais me forcer ou jouer un rôle, je n'ai comme seule motivation que servir les concitoyens qui m'ont confié leur confiance et leur quotidien. Élu au premier tour en 2014, réélu au premier tour en 2020 avec 74% des voix, je sais ce que les Français attendent. Nous avons augmenté les effectifs de notre police municipale. Nous avons baissé les impôts à 9 reprises depuis 10 ans. Nous avons désendetté la ville. Nous avons investi massivement dans l'amélioration du cadre de vie. Ce que nous faisons dans nos villes, nous le ferons demain dans le pays et pour le pays. Car voyez-vous, chers amis, je vous le dis, nous allons arriver au pouvoir. Nous allons arriver au pouvoir sur une ligne sociale et populaire de rassemblement des Français, de droite comme de gauche. C'est la ligne que défend Marine Le Pen depuis maintenant 22 ans. Personne ici n'ignore que j'ai pu faire valoir mes divergences avec la sincérité et aussi la franchise que l'on me connaît, mais cela n'a jamais rien changé à ma loyauté, ni à ma conviction profonde, celle que nous sommes les seuls à pouvoir faire changer les choses. Dans les tempêtes, nous devons tous être sur le pont derrière nos chefs et les aider à gagner, parce qu'il n'y a qu'un seul combat qui vaille réellement, celui de la France et des Français. Nous ne voulons pas accéder au pouvoir pour régler des comptes ou pour faire juste de l'idéologie. Nous voulons accéder au pouvoir pour le rendre au peuple. J'ai confiance en ce ticket gagnant. Jordan Bardella à Matignon et Marine Le Pen à l'Élysée. Et nous pouvons être fiers d'avoir à nos côtés
ce soir un duo aussi sincère, aussi complétant et aussi complémentaire. Le système tremble, les sondages explosent. Le 9 juin, il nous faut mobiliser pour transformer ces bons sondages en victoire incontestable. Le 9 juin, pas une seule voix ne doit manquer, pas une seule voix ne doit s'éparpiller. Le 9 juin, la France revient. Vive Jordan, vive Marine, vive la France! D'en faire un jour de fierté et de ferveur. J'ai décidé, vous le savez, de porter nos couleurs et d'être candidat aux élections européennes du 9 juin 2024. La plus grande alternance se prépare maintenant et avec nous. Nous voulons en faire le jour de l'ambition nationale, plus que jamais confiante et conquérante, un jour de sursaut où la nation française proclamera de nouveau avec ferveur son désir de liberté. Dans cette campagne qui va débuter, je défendrai l'idée d'une France chez elle, dans son identité et dans ses frontières. Lorsque nous défendons la souveraineté de la France, nous défendons également la souveraineté de toutes les nations du monde. Une Europe fondée sur le respect des peuples, sur la défense de leur identité comme sur des coopérations librement consenties, comme celles qui ont bâti Ariane ou Airbus, est un horizon atteignable. Pour que vive le droit des peuples et des nations libres, vive la République et vive la France! Cher Steve, que je ne vois pas, cher Christopher, cher Bruno, cher Jordan. À 2 semaines des élections européennes, à 2 semaines du 9 juin, je ressens un grand bonheur en prenant la parole parce que je suis à Hénin-Beaumont aujourd'hui. Dans cette ville, mes amis, qui incarne précisément la France dont Emmanuel Macron et Gabriel Attal ignorent tout. Une France sur laquelle ils n'ont eu de cesse de déverser leur mépris durant 7 ans. Ce septennat nous semble plus que jamais une éternité. Pendant des siècles, ces terres ont incarné pour la puissance publique la quintessence du génie de l'industrie française. Le sens du travail hautement qualifié et justement rémunéré. Cette solidarité de proximité si profondément, si obstinément française. Je vais vous faire une confidence. Cette histoire, Hénin-Beaumont me la raconte encore.
car je vois ici 1000 promesses à faire et à tenir, 1000 chantiers à lancer et à mener à leur terme, et des millions de Français pour construire des lendemains meilleurs dans l'unité, la confiance et la fraternité. Mais je ne veux pas que ces mots remplis d'optimisme... Je crois que le type du son, il m'en veut, en fait. Parce qu'à chaque meeting, j'ai des problèmes, puis après Jordan parle et tout se passe bien. Il y a quand même quelque chose. Bien. Heureusement que vous êtes là, hein. Je disais donc qu'avec des millions de Français, nous allons construire des lendemains meilleurs dans l'unité, la confiance et la fraternité. Mais, comme je vous le disais, on peut faire preuve d'optimisme et de pugnacité, mais il ne faut pas que ça sonne comme un déni de réalité face aux difficultés de ces 7 dernières années. À vous et aux dizaines de millions de Français qui ont subi ces 7 ans de mépris et de revirement, d'explosion de leurs factures d'énergie et de logement, de flambée sécuritaire et migratoire, nous devons un discours de vérité sur l'état du pays, sur l'état dans lequel ils ont mis notre pays. Il faut dire qu'en arrivant au pouvoir, Emmanuel Macron avait lancé à ses députés cette phrase que nous avons encore tous en tête, je crois, « Soyez fiers d'être des amateurs ». Alors, nul doute qu'ils doivent aujourd'hui, et Emmanuel Macron en premier, ressentir une immense fierté en regardant leur bilan. Car depuis 7 ans, ils nous ont fait une démonstration quotidienne de ce que signifie l'amateurisme. Le plus grave, c'est que cet amateurisme n'était revendiqué, si j'ose dire, que pour la galerie. Emmanuel Macron et Gabriel Attal appartiennent à cette catégorie de dirigeants qui s'estiment à l'abri de toute erreur d'appréciation. Rien n'est plus faux. Cela fait 7 ans qu'ils nous prouvent l'inverse. Et au moment où je vous parle, nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie en payent un tribut terrible, confrontés à la violence, au chaos et à la destruction. La question est en réalité très simple. Qui peut aujourd'hui, en regardant honnêtement la France de 2024, prétendre qu'elle est en meilleur état que lors de l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 ? Sur tous les sujets, les indicateurs sont au rouge. Le premier de leur échec, c'est le caractère désormais totalement hors de contrôle de l'insécurité dans notre pays. En 2023, les plaintes pour coups et blessures ont atteint le chiffre record de 384 000, près du double de 2017. Le nombre de tentatives d'homicide est désormais de 4 000, c'est 4 fois plus qu'il y a 15 ans. Les homicides, règlements de compte entre trafiquants ou assassinats de jeunes Français ont également augmenté de 22% en 5 ans. Et ils ne peuvent pas dire que cela se passe mieux que dans les autres pays d'Europe, car nous sommes la lanterne rouge. Avec 540 victimes pour 100 000 habitants en 2021, la France compte 5 fois plus de coups et blessures que l'Italie et 3,5 fois plus que l'Allemagne. Le nombre de coups et blessures volontaires ayant atteint un nouveau record historique en ce début d'année 2024, de février à avril, plus 7 000 agressions par rapport à la même période l'année dernière. L'insécurité, si j'ose dire ordinaire, ce terme est épouvantable, s'ajoutent désormais chaque jour les signes de développement et de l'enracinement de la grande criminalité en France. Ce ne sont plus seulement les délinquants, mais des bandes armées mafieuses qui nous font désormais face, assis sur le trésor du trafic de stupéfiants en France, estimé à 3,5 milliards d'euros. Aujourd'hui, ce sont nos agents pénitentiaires, comme à Incarville, qui paient le prix du sang. Je tiens vraiment à ce que nous leur rendions ici l'hommage que leur doit la nation tout entière. Il faut dire que quand on nomme Éric Dupond-Moretti garde des Sceaux, on ne peut pas prétendre, en regardant les Français dans les yeux, avoir ne serait-ce que l'ambition de régler le problème. C'est vrai que chacun de ces décès nous laisse un goût amer dans la bouche. Le sentiment
qu'ils auraient pu être évités si les pouvoirs publics ne fermaient pas les yeux sur le fonctionnement délirant de nos prisons. Ce dernier cas ne fait pas exception. L'indignation ne peut que nous saisir à la lecture des révélations sur les conditions de détention du cerveau de ce carnage, de Mohamed Amra, portable en cellule, cannabis, chicha, carte bancaire prépayée. Ce sinistre personnage dirigeait son trafic criminel de sa cellule. Il organisait des enlèvements et la torture de ses concurrents. Les écoutes téléphoniques effectuées dans sa cellule durant 4 ans, n'auront pourtant rien changé. Combien de criminels, au moment où je vous parle, continuent à gérer leur immonde business de leur prison en pourrissant de surcroît la vie de nos courageux agents pénitentiaires quand ils ne leur volent pas la vie. Cette situation, et nous le savons, sécuritaire, découle mécaniquement de la folie migratoire qui a pris sous le septennat d'Emmanuel Macron des proportions sans précédent. Depuis 2017, la France a octroyé en moyenne 275 000 titres de séjour légaux chaque année à des ressortissants extra-européens. C'est 30% de plus que sous la présidence de François Hollande. Jamais la France n'avait accueilli autant d'étrangers, le plus souvent très peu qualifiés. En 2023, ce chiffre est monté à 323 000, un record historique. Et en comptant les clandestins et les mineurs, ce sont près de 500 000 personnes qui sont entrées en France cette seule année. Mais pourquoi voudriez-vous qu'ils arrêtent? Surtout si, comme Madame Hayé, ils refusent encore de reconnaître le lien entre immigration et insécurité. Alors qu'ils représentent moins de 8% de la population en France, les étrangers comptent pour 17% des mis en cause pour coups et blessures volontaires, 25% de la population carcérale et une part hégémonique de la délinquance du quotidien. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les statistiques du ministère de l'Intérieur, mais ceux-là, ils ne veulent pas le voir, ils ne peuvent pas le voir. Pour eux, l'autorité de l'État est un concept philosophique. L'exécution des peines est une vue de l'esprit. Leur loi sur l'immigration, qui devait montrer qu'ils prenaient ça au sérieux, ils ont organisé eux-mêmes son invalidation par le Conseil constitutionnel, se rendant par là coupable d'un déni de démocratie. Mais alors, me direz-vous, ils sont peut-être incapables d'assurer notre sécurité, de tenir nos frontières, mais au moins en économie, ils savent. Rappelez-vous quand même, en 2017, on allait voir ce qu'on allait voir, hein. La dette publique allait être maîtrisée, notre industrie allait être relancée, la pression fiscale allait reculer, l'effondrement de notre balance commerciale allait être enrayé. Mais là-dessus aussi, ils ont lamentablement échoué. Quand on compare leur arrogance de sachants en 2017 avec ce qu'ils ont fait de la France en 2024, on a le cœur lourd en vérité. Emmanuel Macron est le président aux 3100 milliards de dettes. Il en a créé 900 milliards supplémentaires en 7 ans. La charge des intérêts de la dette étouffe la capacité d'action de l'État. Elle représente aujourd'hui près de 50 milliards d'euros par an. C'est presque le budget de l'éducation nationale. Et en 2027, ce sera 75 milliards, un champ de ruines budgétaires. Emmanuel Macron est aussi le président du record de déficit commercial qui a dépassé 160 milliards en 2022, 100 milliards l'an dernier sous son mandat. La France s'est appauvrie de 600 milliards d'euros qui ont alimenté nos concurrents chinois, allemands, indiens. Vous notez que ces résultats absolument calamiteux n'ont semble-t-il pas poussé M. Attal à la modestie, qui pense qu'il peut encore donner des leçons en la matière. Le bonnet d'âne qui croit pouvoir distribuer les bons points, c'est quand même piquant. Emmanuel Macron est aussi le président de la désertification industrielle. Oh là, il en parle. Hein. Ça, l'usine de batterie, on a entendu parler. Hein. Et alors, l'usine de batterie, et l'usine de batterie, et l'usine de batterie, et l'usine de batterie. C'est toujours la même dont il parle d'ailleurs, mais bon. Ben, peut-être l'usine de batterie, mais enfin, il n'en demeure pas moins que la production manufacturière française a reculé de 2% en 7 ans. Et ça, ce sont les chiffres.
Mais ce président est décidément aveugle au réel. Il affirme régulièrement, je cite, avoir réussi le pari de la réindustrialisation. Il n'est pas pire aveugle que ceux qui ne veulent pas voir, ou alors c'était un pari à la baisse. La liste serait trop longue d'ailleurs. De l'effondrement de la construction de logements à la baisse du nombre de lits d'hôpitaux, en passant par la crise sans précédent de la natalité, le bilan de ces 7 années, je le dis avec gravité, est indéfendable. Ce n'est plus seulement un déclin ou un recul, c'est une véritable décroissance qui ne dit pas son nom. Alors, on pourrait pardonner ces erreurs si elles étaient reconnues, assumées ou corrigées, ce serait mieux. Mais, je vous rassure, l'autocritique ne fait pas partie de leur univers. C'est simple, ils ne sont jamais responsables de rien. Récemment, dans l'Express, mais récemment, le président clamait encore, ouvrez les guillemets, constance, cohérence, confiance, on garde le cap car notre stratégie est la bonne. Avouez qu'il faut quand même un culot en acier trempé pour oser ce genre de déclaration. Alors la dette, c'était de la faute du Covid. Et puis tant pis si tous nos voisins européens ont fait mieux que nous, tant pis aussi si les 750 milliards de dettes européennes créées par l'Union européenne l'ont été à l'initiative d'Emmanuel Macron. Cet homme crée de la dette plus vite que son ombre. Et quand l'étage France est saturé, eh bien qu'à cela ne tienne, il change d'étage. Et il crée de la dette européenne. Ils ont même osé répéter depuis 4 ans que la France avait fait payer la moitié de son plan de relance par l'Europe. Alors que pour 40 milliards reçus, elle devra en réalité en rendre plus de 70. Vous admettrez qu'on a quand même connu opérations financières plus intéressantes. L'inflation, mais c'est la faute à la guerre en Ukraine. Eh bien tant pis, mais tant pis pour les solutions qu'ils ont refusées par pur dogmatisme. La baisse de la TVA sur l'énergie et sur les produits de première nécessité, la fin des prix délirants du marché européen de l'électricité pour relancer notre compétitivité industrielle et alléger la facture des ménages. L'immigration, là-dessus, je crois que le problème est plus grave. Pour eux, la submersion migratoire est une sorte de loi de la gravitation universelle contre laquelle il serait vain de lutter et qu'il faut donc encourager sans cesse. Impuissants, ils se sentent obligés de la justifier. Alors un coup, c'est pour des besoins de main-d'œuvre, un coup, d'où la smicardisation d'ailleurs, un coup, c'est parce qu'il y a une baisse de la natalité, qu'ils ont d'ailleurs mis beaucoup d'énergie à effondrer. Vous savez, on croirait entendre Jean Giraudoux qui disait « Tout cela nous dépasse, feignons d'en être les organisateurs ». Face à ce constat d'impuissance et d'incompétence, il ne leur reste qu'une solution, au demeurant éculée, se présenter comme la seule force crédible, responsable, quitte à faire dire à notre programme européen ce qu'il ne dit pas une seule seconde. Nous parlons de mettre fin à la folie normative de la Commission et des juridictions européennes, ils répondent « Frexit de l'intérieur ». Nous parlons de véritable contrôle aux frontières extérieures et intérieures, ils répondent « sortie de Schengen ». Nous parlons d'exception agriculturelle, ils répondent « sortie de la PAC ». Nous parlons d'instaurer la priorité nationale dans la commande publique ou de mettre fin à la concurrence internationale déloyale, ils répondent « sortie du marché unique ». Nous parlons de prix nationaux de l'électricité, ils répondent « fin des échanges d'énergie ». Ils nous ont même accusés de vouloir couper les câbles. Extrêmement crédible quand même. Tant pis si tout cela est faux. Il faut juste que les mensonges tiennent jusqu'à l'élection. Après l'élection viendra la purge. La baisse massive des indemnités chômage, la hausse des impôts qui seront exigés par la Commission après l'ouverture de la procédure de déficit excessif. Pour faire tenir ces mensonges, le pyromane Macron a dépêché le pompier Attal pour sauver le soldat Hayé. Depuis 24 heures, la presse si neutre, si objective, voire bienveillante, nous raconte à quel point Attal a brillé, émerveillant la France par son talent. À l'instant, les Français ayant regardé ce débat ont donné leur verdict dans un sondage publié par Le Figaro. Une majorité plus que confortable, 63% des Français ayant regardé le débat ont accordé la victoire à Jordan Bardella. Comme nous. En réalité, mes amis,
C'est assez révélateur, la différence entre les commentaires qui ont pu être faits et ce que les Français ressentent, parce que ça veut dire que notre démocratie vacille. Parce que pour eux, la confrontation des idées est devenue impossible. Si vous n'êtes pas d'accord avec Emmanuel Macron, si vous rejetez l'Europe d'Emmanuel Macron, si vous contestez la politique d'Emmanuel Macron, c'est simple, vous ne faites plus partie du cercle de la raison. Je crois pour ma part qu'en s'accrochant à leurs dogmes éculés, à leurs fausses vérités, ils défendent un intérêt qui n'a plus grand-chose à voir avec celui de la France et de son peuple. Pour satisfaire son narcissisme, je pense qu'Emmanuel Macron est prêt à brader les fondements même de notre souveraineté, à livrer notre dissuasion nucléaire, notre indépendance militaire, peut-être même votre épargne demain, sur lesquels il louche de manière inquiétante, pour apparaître comme le meilleur élève de l'Union européenne. Il est prêt en réalité à lui sacrifier tout. Comme il l'a fait en organisant la tragique vente d'Alstom, comme il l'a fait en fermant Fessenheim, comme il l'a fait en se disant favorable au rachat de nos grandes banques par des concurrentes européennes, comme il l'a fait en décrédibilisant comme jamais la parole de la France sur la scène internationale, en n'excluant pas l'envoi de troupes françaises en Ukraine, annonce belliqueuse immédiatement désavouée par l'ensemble de nos partenaires et de nos alliés. Mes chers amis, vous devez refuser de vous laisser déposséder. Vous devez refuser la relégation, l'humiliation, le déclassement, l'invisibilisation. C'est bien pour ça qu'il est indispensable le 9 juin d'aller voter, pour mettre un coup d'arrêt à cette fuite en avant. Et plus que jamais, cher Jordan, nous sommes unis derrière toi pour faire de cette élection l'acte fondateur de l'Europe des nations que nous appelons de nos vœux. En effet, et pour en terminer sur une note que je veux positive, si nous sommes rassemblés aujourd'hui, ce n'est pas pour déplorer, c'est surtout pour partager ensemble un immense espoir. Partout en France, partout en Europe, nous sommes en train de remporter la bataille. Partout en Europe, les partis nationaux se lèvent, non pas pour détruire l'Union européenne, mais pour construire une alliance européenne des nations, capable de faire face aux défis du XXIe siècle, industriels, environnementaux, migratoires, technologiques. Partout en Europe, des agriculteurs aux capitaines d'industrie, les forces productives se lèvent pour réclamer la fin du matraquage normatif et de l'écologie punitive. Nous ne devons plus être les champions du monde de l'interdiction, mais nous devons être les champions du monde de la production. Partout en Europe, les citoyens réclament la mise en place de frontières extérieures et intérieures solides, garantes de la protection de notre sécurité, de nos cultures, de notre identité. Partout en Europe, les patriotes réclament la fin des technocrates non élus et de l'arbitraire qui bafouent le droit à l'autodétermination démocratique des peuples. Partout en Europe, les travailleurs, les ouvriers, les employés réclament la fin de l'élargissement sans limite de l'Union européenne qu'Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen veulent désormais étendre à l'Albanie ou à la Moldavie, aggravant encore le dumping social qui effondre les salaires des Français. Dans ce nouveau concert des nations, il nous appartient de hisser la France à la place que son génie lui a donnée tant de fois dans l'histoire. Une source d'espoir, d'inspiration et d'enthousiasme pour tous les peuples remplis de courage, d'ambition et de volonté. Chers amis, s'il y a une conviction entre toutes qui ne m'a jamais quitté et que je vous rappellerai autant de fois qu'il faudra, unis, les Français sont invincibles. Les Français peuvent être les initiateurs de la grande alternance que nous appelons de nos vœux. Chez nous, mais aussi sur tout le continent, nous sommes prêts à cette alternance. Il n'y a qu'à regarder pour s'en convaincre notre liste de candidats pour le 9 juin. Mais quelle fierté pour nous d'y compter des personnalités venues nous rejoindre, comme Fabrice Leggeri, Malika Sorel, Alexandre Varro, Pascal Pierrat, Pierre Papy et tant d'autres. Aujourd'hui, tout ce que nous avons défendu pendant des années, qui était à l'époque raillé, méprisé, ils étaient dégoulinants d'ironie. Aujourd'hui, tout s'est imposé.
Sur tous les sujets qu'on a évoqués, immigration, sécurité, industrie, pouvoir d'achat, éducation, santé, nous sommes désormais le parti des solutions. Il contestait hier, il niait hier, il ridiculisait, il moquait hier. Mais jour après jour, tout cela est devenu une évidence. La pertinence de la crédibilité, de la faisabilité de notre projet pour la France et l'Europe s'impose chaque jour un peu plus. La priorité nationale dans la commande publique ou dans l'accès au logement social, mais ça fait aujourd'hui figure d'évidence. La nécessité de faire profiter les ménages et les entreprises des prix français de l'énergie ultra compétitifs est désormais totalement consensuel. L'impératif de remplacer le libre-échange par le juste échange. L'urgence de la bascule sécuritaire et pénale qui est profondément ressentie partout, tous les jours, dans la rue, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les prisons. Alors, chers amis, je suis venu aujourd'hui vous dire ces mots simples. Nous avons la plus belle des histoires à écrire ensemble. Celle d'une France à nouveau souveraine et solide, dans une Europe des nations fières, unies et déterminées. Cette histoire commence le 9 juin 2024. Ne cédons pas une seconde à la facilité ou à la passivité. Le peuple de France est celui qui jamais, face à l'adversité, ne courbe l'échine. Jordan, tu sais notre fierté à te voir conduire avec tant de talent notre liste et à l'emmener vers ce scrutin décisif. Notre victoire idéologique doit devenir le 9 juin une éclatante et incontestable victoire politique. Et pour cela, il nous faut envoyer au Parlement européen le plus grand nombre de députés patriotes et laisser loin, très loin de notre résultat, celui des listes du renoncement. Comme une promesse que nous faisons aux Français, comme une promesse que nous faisons au continent tout entier, car ne vous y trompez pas, les patriotes d'Europe ont les yeux rivés sur nous, et cette promesse, c'est aussi à eux que nous l'adressons. Le 9 juin, la règle est simple. Un seul jour, un seul tour, un seul vote, Jordan Bardella. Mes chers amis, vivement le 9 juin, vivement le retour de la France, vivement le sauvetage de la République, vivement la renaissance de l'Europe, la vraie. Ces élections européennes, les amis, c'est le grand scrutin de mi-mandat qui donnera au peuple français la seule et unique occasion de sanctionner la politique du gouvernement, d'envoyer un message clair à Bruxelles et de désigner le mouvement qui sera chargé de préparer l'après-Macron. Face à ceux qui ont renoncé, nous voulons nous rassembler les partisans de la puissance. Ceux qui pensent que la France est encore une grande nation, avec une identité millénaire, une culture, un génie, des frontières et une prospérité à conquérir. Quand Bruxelles décide d'engager la décroissance agricole, c'est vous qui subissez les hausses de prix et c'est la France qui perd son autonomie alimentaire. Dans cette élection qui vient, mes amis, nous n'avons qu'un seul adversaire, Macron, et qu'une seule ennemie, l'abstention. Alors je vous le promets, le jour de gloire arrive et nous allons le vivre. La France redeviendra grande car elle sera pétrie de nos œuvres. Nous sommes le remède face au fatalisme. Nous sommes les jours heureux face aux passions tristes. Nous sommes la France du sursaut face au chaos, du redressement face au renoncement, de la conquête face à la défaite. Vive la République et vive la France! Mes amis fidèles d'Hénin-Beaumont,
du Nord-Pas-de-Calais et des Hauts-de-France. Merci. Alors, il m'était impossible de faire campagne sans venir ici, à Hénin-Beaumont, qui est depuis tant et tant de temps l'un des bastions de la résistance française. Je sais qu'ici, et vous le démontrez ce soir, on peut s'appuyer sur votre fidélité, et je veux vous en remercier. Jamais le Pas-de-Calais ne nous a déçus. Alors le 9 juin, mes amis, je compte sur vous pour être au rendez-vous que l'histoire nous donne. Ma chère Marine, d'abord je finis le discours. Ma chère Marine, merci de m'accueillir chez vous, merci de m'accueillir sur cette terre qui a fait de vous une députée de la nation et la porte-voix de millions de Français oubliés que nos dirigeants ne veulent jamais voir, que nos dirigeants ne veulent jamais entendre. Depuis le début de cette campagne, vous êtes mon premier soutien. Sachez, ma chère Marine, que je serai toujours le vôtre. Mon cher Christopher Zurek, monsieur le sénateur, merci pour ton amitié. Ton élection au Sénat il y a quelques mois qui nous a rendus fiers démontre, je le crois, que plus aucune porte d'aucune assemblée n'est fermée à la dynamique patriote que nous menons. Je salue également bien sûr tous nos députés élus des Hauts-de-France présents parmi nous ce soir. Mon cher Steve, enfin, monsieur le maire d'Hénin-Beaumont, tout le monde connaît ici ta sincérité, ton intégrité, ton travail, ton dévouement au service de la commune et de ses administrés. Année après année, tu as su conquérir le cœur de nos compatriotes. Depuis ton élection et plus encore depuis ta réélection, tu fais la fierté de notre mouvement dans ce département. Nous souhaitons qu'Hénin-Beaumont te choisisse pour encore longtemps et je suis certain que c'est ce que souhaite une majorité d'entre vous ici. Mes amis, le Pas-de-Calais n'est pas n'importe quel département. Nous sommes ici sur une terre de travail et d'espoir, de loyauté et de générosité. Sur ces terres ouvrières, sur ces terres populaires, comme à chaque fois depuis le début de cette campagne, je suis venu pour vous parler du seul sujet qui compte pour nous et qui compte dans ces élections. Je suis venu ce soir pour vous parler de la France. Je suis venu vous dire que nous sommes tout près d'un grand rendez-vous qu'il ne faut manquer pour rien au monde. Dans 16 jours, mes chers amis, vous aurez à rendre votre verdict, votre décision. Et c'est là un moment important d'une gravité exceptionnelle. Ces élections européennes constituent le dernier grand scrutin pour sanctionner le bilan d'Emmanuel Macron et ouvrir pour le futur la voie de l'alternance, en France comme en Europe. Les Français nous attendent et l'Europe nous regarde. Dans 16 jours, mes amis, vous aurez à dire votre colère et votre espoir. En bref, dans 16 jours, mes amis, il vous faudra dire votre vérité. Dans 16 jours, mes amis, j'aurai besoin de vous. Et je n'ai ce soir qu'une seule chose à vous demander. Faites-le. Allez voter le 9 juin. Ne laissez personne décider à votre place. Ne laissez personne décider à votre place de ce que vous voulez pour votre pays. Le 9 juin ne sera pas seulement un vote de colère. Le 9 juin sera un vote d'espérance, un vote pour l'identité de la France contre la submersion migratoire, un vote pour le pouvoir d'achat et contre l'inflation,
Un vote pour exister face au risque de l'effacement. Un vote pour que la France vive face à ceux qui voudraient voir sa disparition. Un vote pour l'avenir face au déclin. Un vote pour l'Europe des nations contre l'Europe de Macron. Le 9 juin sera le choix de la vérité face à l'industrie du mensonge qui gouverne le pays. Hier soir, alors que cette campagne semble signer le crépuscule de la Macronie, face aux faiblesses d'une candidate portée disparue, le président de la République n'a pas eu d'autre choix que d'envoyer à la rescousse son premier porte-parole. J'ai fait face hier soir, en essayant de défendre la vérité, ça n'a pas été simple, face au premier menteur de France, monsieur Gabriel Attal. Contrairement, je pense qu'on est tous d'accord, mais contrairement à Valérie Ayé, qui ne sait plus où elle habite depuis le début de cette campagne, Gabriel Attal, lui, est très agité, au point de ne pas pouvoir se contenir et de couper la parole environ, j'ai compté, toutes les 13 secondes. Mais vous me direz, c'est assez conforme avec la manière dont les macronistes considèrent la démocratie, le débat d'idées et l'expression normale de l'opposition depuis 7 ans. Vous l'avez constaté dans un premier temps, son unique obsession, son leitmotiv est très original pour un macroniste, le RN, le RN, le RN, et en fin d'émission, encore le RN. Dans cette élection, un peu plus sérieusement, il y a ceux qui parlent du RN et il y a ceux qui parlent de la France. Il y a ceux qui défendent des dogmes et il y a ceux qui défendent les gens. Il y a ceux qui professent le mensonge avec un aplomb absolument stupéfiant et il y a ceux qui défendent la vérité avec humilité. Il y a ceux qui veulent diluer la France dans une Europe de droit divin, qu'il serait interdit de critiquer sous peine d'être accusé de vouloir l'anéantir, la détruire. Et il y a ceux qui défendent l'Europe des peuples, des nations, des réalités et des solutions concrètes. Mais si on ne peut pas critiquer le fonctionnement de l'Europe, alors on condamne les Français à subir ces dysfonctionnements. Et le discours de Gabriel Attal est très révélateur. On nous dit, vous critiquez l'Union européenne, vous voulez donc la détruire ou en sortir. Et je rappellerai aux macronistes que de la même manière qu'on a le droit de vivre en France et de critiquer la politique d'Emmanuel Macron sans vouloir quitter le pays, on a le droit de critiquer Bruxelles, de vouloir changer Bruxelles avec nos alliés qui sont en train d'arriver au pouvoir partout, sans vouloir sortir de l'Union européenne. Leur attitude, mes amis, est très révélatrice. Car elle est à la fois un déni de démocratie et une confiscation de votre parole. La seule industrie, en 7 ans, que messieurs Macron et Attal ont réussi à sauver, c'est celle de la fabrique à mensonges. Ils prétendent que le pacte pour les migrations va permettre de lutter contre la submersion migratoire. En vérité, je l'ai dit hier soir, il prévoit de vous imposer des milliers de migrants dans nos communes, dans nos villages, sans vous demander votre avis. Et ça n'est pas tout. Attendez, c'est pas tout. Il prévoit de vous imposer des milliers de migrants en vous imposant des sanctions financières si vous n'êtes pas d'accord. Ils prétendent défendre le nucléaire et n'être en rien, c'est pas de leur faute et quoi qu'il se passe, ils sont contents, en rien responsable des blackouts que nous avons connus l'hiver dernier. En vérité, comme je l'ai dit, il prévoyait de fermer 14 réacteurs nucléaires et il a fallu ces derniers mois faire appel à des ouvriers américains pour réparer nos centrales à l'hiver 2022. Quand on donne pour seul avenir à notre filière nucléaire la fermeture de réacteurs,
alors oui, on sabote durablement ce qui était l'un des fleurons de la France. Ils prétendent faire baisser, vous l'avez entendu, vos factures d'électricité. Faudrait les remercier en plus. En vérité, et je l'ai rappelé hier soir, le prix de l'électricité a augmenté de 45% en 2 ans. Et la première décision, non pas la deuxième, non pas la troisième, mais la première décision de Gabriel Attal comme Premier ministre, dès son 2e jour après sa prise de fonction, a été d'augmenter de 10% les factures d'électricité. Au 1er juillet, les factures de gaz prendront encore plus 10%. Et il faudrait les croire lorsqu'ils nous disent hier soir qu'en 2026, peut-être les factures baisseront. Il leur faut 2 jours pour frapper votre pouvoir d'achat, il faudrait attendre 2 ans pour une hypothétique baisse. Face aux règles européennes qui ont fait exploser les prix de l'énergie, je l'ai évoqué hier soir, moi je défends sereinement le pouvoir d'achat et un prix français de l'électricité pour vous permettre enfin de respirer un peu. Je n'accepte pas sur ce sujet fondamental que l'on joue l'esquive et que l'on n'assume pas ses responsabilités comme l'a fait hier soir Gabriel Attal. Le sujet du pouvoir d'achat est trop grave pour être traité avec ce petit sourire en coin lorsque j'évoquais vos factures qui augmentent sans cesse. Face au dogme de la décroissance agricole que Bruxelles et les macronistes défendent, moi je préfère là encore soutenir notre agriculture française et nos paysans. Nous sommes ici, mes amis, sur des terres agricoles de grande culture céréalière. Avec la stratégie européenne dite du Green Deal qu'ils défendent, les rendements vont diminuer, les prix de l'alimentation vont augmenter et nous serons par conséquent plus dépendants des importations. Nous le refusons. L'agriculture est un pilier de la puissance française. Il faut permettre à nos paysans de vivre de revenus décents et aux Français de se nourrir avec des produits de qualité qui sont ceux de notre agriculture. Si les règles européennes nous interdisent de favoriser des produits français dans nos cantines scolaires, alors nous ferons changer ces règles en instaurant le patriotisme économique. En réalité, mes amis, nous refusons le règne terrible du marché sans frontières, sans aucune protection, sans volonté politique, sans intervention de l'État, quand celle-ci est pourtant nécessaire. L'Union européenne nous a désarmés face aux bouleversements en cours dans le monde, face à la guerre économique. Il nous faut siffler la fin de la récréation et proclamer la fin de la naïveté face à la concurrence internationale déloyale. Je refuse ce déménagement du monde qui consiste à aspirer les industries d'ici pour les installer à l'autre bout de la planète. La réponse à ces grands enjeux, à ces grands défis, c'est d'agir chaque fois qu'il est nécessaire pour protéger nos industries, comme le font toutes les grandes puissances du monde, et j'ai rappelé que ce point était capital hier soir lors du débat. Le Rassemblement national, mes amis, c'est le parti de la France du travail. C'est le parti des forces vives du pays, et c'est en fait le parti qui vous défend. C'est pour cela que j'ai voulu, dans cette campagne, que la question de votre pouvoir d'achat, des fins de mois difficiles, soit centrale, notamment face à l'explosion des factures d'énergie, comme face à l'inflation alimentaire. Marine a eu raison avant tous les autres quand elle a imposé ce thème lors de la campagne présidentielle de 2022. Contrairement à ceux qui nous dirigent, mes amis, nous avons, nous, le souci des gens, le souci de la vie quotidienne et le souci du travail qui paye dignement. Dans cette campagne, je veux aussi alerter les Français sur la menace existentielle que représente l'immigration massive. Comme je l'ai dit hier, avec eux au pouvoir, la France a pulvérisé un à un tous les records d'immigration légale et clandestine. Une immigration du fait accompli qui menace chaque jour partout en France notre identité, notre culture, notre sécurité et nos comptes publics. Qu'on se comprenne bien, nous sommes sur des terres où être devenu français porte un sens tout particulier. Nous sommes ici sur des terres dans le Pas-de-Calais où les Polonais, les Belges, les Italiens et d'autres travaillaient avec les Français avant de devenir eux-mêmes des Français à part entière. Comme ma famille venue d'Italie dans les années 60,
est devenu d'ici, il y a eu sur ces terres du Pas-de-Calais une immigration de travail qui a pleinement épousé nos valeurs, notre langue, notre histoire. Et je sais ici votre fierté d'être Français, tous Français de cœur et d'esprit. On peut donc venir... Je vais poursuivre et on fera le karaoké après, si vous voulez bien. On peut donc venir d'ailleurs et devenir français. En vérité, aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas que les étrangers qui arrivent chez nous soient en grande partie dispensés de ces efforts exigeants et de ce respect du drapeau. Car oui, aujourd'hui, certains ne viennent pas seulement avec leur mode de vie, ils viennent avec la volonté de les imposer à tous. Ce qui fait un peuple, c'est d'abord une solidarité, une fraternité, un sentiment national, un partage de valeurs, de joie, de souffrance aussi. Aujourd'hui, il y a sur le sol de France des gens qui n'aiment pas l'histoire de France, qui ne veulent pas de cet avenir français, qui n'ont pas le cœur qui vibre avec le nôtre, qui rejettent l'égalité homme-femme et qui parfois combattent nos libertés. Alors mes amis, le choix est clair. Votez... Non. Votez Macron le 9 juin, mes amis. C'est... Non. Non. Votez ER. Votez Macron le 9 juin. C'est poursuivre dans cette folie migratoire. Votez RN, c'est la stopper. Et c'est réaffirmer... qu'on ne peut venir en France avec l'intention de la changer. Avec nous, la France reprendra le contrôle de la France. Avec nous, les frontières seront protégées. Les bateaux de clandestins qui débarquent sur nos côtes ne seront pas accueillis, mais secourus et raccompagnés systématiquement dans leur pays d'origine. Et cette fermeté, mes amis, celle qui dissuade. En réalité, tout départ est en réalité la politique la plus humaniste qui soit. C'est celle qui contiendra le plus possible le nombre de drames en mer Méditerranée, car elle dissuade. Avec nous, les demandes d'asile seront traitées en dehors du continent européen. Nous ne voulons plus de cette immigration du fait accompli qui se maintient chez nous sur notre sol sans en avoir le droit. Avec nous, les bateaux des ONG d'extrême gauche qui se font les complices du trafic d'êtres humains seront mis sous scellé. Avec nous, les délinquants et criminels étrangers seront bien entendu renvoyés dans leur pays d'origine. Avec nous, les aides sociales et les allocations familiales seront réservées aux familles françaises. Il est parfaitement normal qu'en période de crise, que la solidarité nationale aille d'abord aux citoyens français. Ce n'est pas de la haine pour les autres, mais c'est de l'amour pour les nôtres. Avec nous, l'ordre sera rétabli partout en France, de la métropole jusqu'à l'outre-mer, et l'autorité reviendra à tous les étages de la société. L'insécurité, mes amis, touche les Français les plus modestes. Marine en a parlé, les plus fragiles, et plus aucun territoire n'est épargné par la hausse des violences. Permettez-moi de revenir avec vous, comme l'a fait Marine, sur les événements qui se sont produits à Incarville dans l'Eure et qui sont d'une gravité exceptionnelle. Je parle de cette attaque d'un fourgon pénitentiaire par un commando armé qui a choqué la France et qui témoigne d'une sud-américanisation de notre pays. En premier lieu, je tiens à adresser mes condoléances aux familles des agents pénitentiaires qui ont trouvé la mort. Fabrice Moello, père de 2 enfants,
Arnaud Garcia, qui laisse une épouse enceinte de 5 mois. Je tiens bien sûr, mes amis, à apporter tout notre soutien aux agents qui ont été grièvement blessés. Vous pouvez les applaudir. Quand des serviteurs de l'État sont tués dans l'exercice de leur mission, c'est toute la République française qui est en deuil. J'exprime donc, comme nous l'avons fait il y a quelques jours, ma solidarité à l'ensemble de l'administration pénitentiaire endeuillée, et plus particulièrement à nos forces de sécurité intérieure. Face à cet ensauvagement désormais sans limite qui s'étend dans tout le pays, face à la montée en puissance des mafias de narcotrafiquants partout en France et en Europe, l'heure est au sursaut, à l'action et au rétablissement de l'ordre sur chaque mètre carré du territoire de la République française. Face à la flambée des violences, au record d'insécurité, au réarmement des banlieues, nous savons désormais que l'ordre public est un bien précieux, qui n'est plus acquis et que la société française peut à tout moment basculer. Quand les bandes deviennent des gangs, quand les gangs deviennent des armées, alors c'est tout le pays qui est en danger. Je sais qu'il y a ce soir, dans cette salle, des agents pénitentiaires du Pas-de-Calais. Je veux les remercier, vous remercier de votre présence ce soir et vous dire et je veux leur dire que le Rassemblement national se tiendra toujours à leur côté, et plus encore dans les moments de deuil et de difficultés que vous vivez. Car ce drame est aussi un révélateur des conditions de travail particulièrement précaires et dégradées dans lesquelles vous remplissez votre fonction, que j'ai pu constater personnellement lors de mes visites dans différents établissements pénitentiaires depuis plusieurs années. J'ai entendu les insultes, les cris incessants, les menaces, et j'ai vu la violence que vous subissez en première ligne. J'ai vu aussi le manque criant de moyens qui vous met en danger, la colère sourde qui est la vôtre, et la faiblesse d'un gouvernement dont le laxisme est une marque de fabrique. C'est habité par cette urgence, conscient de vos difficultés et de vos préoccupations, que nous vous proposons précisément un changement de cap. Les conditions de travail dans les prisons ne doivent plus être le parent pauvre des politiques publiques et les agents pénitentiaires, les grands oubliés du gouvernement. La sécurité dans les centres de détention, comme dans la rue, est aussi une question de sécurité nationale qui concerne l'ensemble des Français. Nous voulons rétablir la loi et l'ordre dans le pays. Les prisons doivent redevenir ce qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être, des lieux de privation de liberté avant tout qui sanctionnent un comportement que la société ne peut tolérer. Cela passe par la lutte intraitable contre la circulation et l'utilisation des téléphones portables, par la généralisation des brouilleurs, par l'arrêt du déploiement des téléphones fixes dans les cellules et par le refus absolu de la réduction des sanctions pour le trafic de drogue en prison prévu par M. Dupond-Moretti. C'est aussi un sujet européen. Rendez-vous compte qu'une règle européenne interdit aujourd'hui les fouilles systématiques au parloir au mépris absolu de la sécurité de nos fonctionnaires. Alors, à la tête de l'État, nous désobéirons à ces règles quand elles mettent en danger le peuple de France. Nous souhaitons, mes amis, que le fait d'atteindre à l'intégrité physique d'un représentant de l'État soit plus sévèrement sanctionné par une peine de prison ferme systématique. Quand on touche à un représentant de l'État, on doit dormir en prison. Et alors que 2 de nos gendarmes, 2 fils de France, ont perdu la vie ces dernières heures
En Nouvelle-Calédonie, je veux que nous pensions ce soir très fort, plus que jamais, à tous ceux qui sont engagés pour maintenir l'ordre et servir la France, parfois au péril de leur vie. Et je m'honore, mes amis, d'avoir sur notre liste un enfant du Nord, commissaire de police, serviteur de l'État, mon cher ami Mathieu Vallet. Mes amis, l'élection qui vient n'est pas comme les autres, et l'heure est à la mobilisation. Puisque le hasard fait bien les choses, je me suis aperçu qu'il y a 5 ans, jour pour jour, le 24 mai 2019, pendant la campagne des dernières élections européennes, nous participions avec Marine et Steve à notre dernier meeting de campagne. Et devinez où nous nous trouvions. Ici même, à Hénin-Beaumont. Même jour, même heure, même détermination. Depuis 5 ans, ma chère Marine, nous avons tous ensemble parcouru un long chemin. Il y a 5 ans, le Rassemblement national s'installait comme le premier parti d'opposition. Il est désormais la maison commune de millions de Français et l'espérance de tout un pays. Depuis 5 ans, nous avons grandi, j'ai grandi, mais chez moi, au fond, rien n'a changé. C'est avec le même sentiment d'urgence que je me tiens devant vous, avec la même volonté de me battre pour vous et de vous représenter comme vous le méritez. Je continuerai de me battre pour vous, mes amis, et c'est pour vous que je veux gagner et emmener nos idées au sommet le 9 juin prochain. En 2019, vous vous en souvenez, je l'avais dit ici même à ce micro, je voulais que Christophe Castaner, ministre de l'époque, ait les larmes aux yeux en découvrant les résultats des élections européennes. C'était un propos de campagne, certes un peu provocateur, mais j'avais 23 ans à l'époque, un peu comme ça. Et je vais donc désormais vous dire en guise de conclusion ce que je souhaite le 9 juin au soir. Darmanin, pourquoi pas. Ce que je souhaite le 9 juin au soir lors de la proclamation du résultat de ces élections européennes, c'est de voir dans vos yeux à tous la fierté des efforts récompensés, la fierté de la victoire de tout un parti après tant de mois d'efforts, de militantisme et de mobilisation. La fierté d'avoir mené jusqu'à la dernière seconde de cette campagne, une campagne intense, difficile, mais si exaltante pour l'avenir. Tout va bien ? On va gagner, Jordan ! Ce que je veux voir le soir du 9 juin, à la proclamation des résultats, c'est que les Français auront répondu présent et ouvert la voie de l'alternance en faisant le choix de dirigeants politiques qui les aiment, qui les respectent et qui par-dessus tout les considèrent. Je veux que chaque Française et que chaque Français se dise qu'un autre chemin est possible et que la France n'est pas faite pour les impasses. Mes amis, nous n'avons pas fini d'être Français. Et je peux vous assurer que la France n'a pas fini d'étonner le monde. Voici la conviction que vous devez exprimer avec tous les Français le 9 juin prochain au moment d'aller voter. Vous le savez mieux que quiconque. Si le peuple vote, le peuple gagne. Alors mes amis, il reste 16 jours.
16 jours pour faire triompher nos idées. 16 jours pour faire triompher la vérité. Que vous veniez de la droite, que vous veniez de la gauche, à tous ceux qui ont le cœur qui saigne, en voyant l'état du pays, mobilisez-vous pour faire de ces élections un succès inédit. S'abstenir, c'est voter Macron. Se disperser sur des candidats qui ne peuvent pas gagner, c'est renforcer Macron. Le 9 juin, vous aurez le choix entre la nation et sa dilution. Vous aurez le choix entre la France qu'on aime et celle que l'on ne reconnaît plus. Vous aurez le choix entre l'espérance et la résignation. Vous aurez le choix entre la fierté et le mépris. Vous aurez le choix de baisser les yeux ou de relever la tête. Alors le 9 juin prochain, dans 16 jours, je compte sur vous. Soyez courageux, soyez déterminés, soyez français. Vive la République et vive la France! Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire.